Merci Madame la députée. Je présente Stanislas Boron, sous-directeur des compétences et des institutions locales à la DGCL. Je suis accompagné de Mathieu Duhamel, chef du bureau des services publics locaux dans la sous-direction. Donc on a travaillé effectivement à la préparation des projets de loi de décentralisation, puisqu'ils ont été, comme vous l'avez indiqué, présentés en Conseil des ministres en 3 volets ou 3 parties, selon les terminologies utilisées. Effectivement, peut-être en termes de calendrier, ce qu'on peut déjà parfaitement dire, c'est que le premier volet des projets de loi, donc, qui portera plus particulièrement sur les métropoles et sur les conférences territoriales d'action publique et le pacte de gouvernance, sera donc étudié par le Sénat, c'est en cours, puisque il sera auditionné. La ministre sera auditionnée là dans cette semaine et passera à la fin du mois de mai au Sénat. Donc l'Assemblée nationale pourra s'en saisir prochainement et ce sera déjà une première étape pour répondre peut-être déjà à votre question sur comment s'articulera les métropoles et les régions. Le deuxième volet qui vous intéresse plus directement par rapport au point que vous évoquez, qui devrait être discuté dans un deuxième temps, dans le courant de l'année, porte plus particulièrement sur le rôle des régions, et notamment sur de nouvelles compétences ou des réorganisations de compétences les concernant, et un volet de solidarité territoriale qui porte sur quelques compétences réajustées sur les départements. Le troisième volet peut être intéressant aussi pour votre mission, notamment en ce qu'il donne quelques compétences nouvelles aux départements aussi, travail sur l'intercommunalité, ce qui est un autre sujet, et sur d'autres éléments de transparence et de démocratie locale. Voilà peut-être sur ces éléments d'organisation, puisque le découpage fait que certains éléments du texte peuvent se renvoyer les uns aux autres, étant donné qu'ils ont été conçus ensemble en un seul bloc, bien sûr. Sur le rôle des conseils régionaux, qui sont principalement donc concernés dans le deuxième texte, le projet qui s'appelle Projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, qui a été déposé en ces termes donc au Sénat, sur le bureau du Sénat, vise non pas à porter un grand volume de décentralisation nouvelle. On n'est pas dans cette logique-là. Les décentralisations ont été déjà très fortes dans les matières en question. Il s'agit surtout de renforcer et de finir, j'allais dire, la décentralisation sur un certain nombre d'items et d'accroître la cohérence de l'action sur ces thématiques de la région. Thématiques étant la formation professionnelle, l'apprentissage, l'orientation. Et dans une limite peut-être un peu différente sur les questions d'enseignement supérieur, d'innovation et de développement économique qui se rattachent peut-être quand même dans une certaine mesure aussi à la question de l'emploi, bien évidemment. Donc sur ce projet de texte, un certain nombre d'articles visent à renforcer le rôle des régions. On va peut-être prendre un peu dans l'ordre, sans entrer dans un détail à ce stade peut-être important, en matière de formation professionnelle, à mettre fin aux compétences qu'on appelle résiduelles de l'État sur un certain nombre de public important pour autant, mais qui, en termes de volumétrie, effectivement, et de moyens et de personnes, est quand même très inférieur à ce que faisaient déjà les régions. Il s'agit principalement de travailleurs handicapés, des personnes détenues, des Français résidant à l'étranger, et les formations, ce qu'on appelle les compétences clés, la lutte contre l'illettrisme, notamment. L'illettrisme. Donc, c'est sur ces 4 types de publics ou d'intervention, la région prend la main et devient pleinement compétente. Sachant qu'aujourd'hui, de fait, je pense à la lutte contre l'illettrisme, il y avait des interventions déjà croisées. C'était plus compliqué de dire que l'un était compétent, l'autre ne l'était pas. Donc on a une clarification. Et d'ailleurs, c'est la ligne directrice de ces éléments nouveaux de compétences pour les régions, c'est-à-dire de clarifier et de préciser mieux les compétences des uns des autres. Donc sur ce point-là, la région devient totalement compétente. Une autre évolution qui a été souhaitée, c'est des évolutions en termes de gouvernance, avec la fusion des instances tant au niveau régional qu'au niveau national, qui aujourd'hui étaient un peu séparées, qui étaient les instances formation professionnelle, les instances emploi, Conseil national de l'emploi, même système aussi sur la formation professionnelle tout au long de la vie, et au niveau régional, la fusion aussi des creux et des conférences locales, donc régionales, sur la formation professionnelle, en des instances uniques, considérant qu'on a un besoin, là aussi, d'avoir des acteurs qui sont souvent un peu les mêmes, mais qui se retrouvent à un seul endroit pour évoquer ces thématiques qui sont totalement intégrées.
Alors, si elles sont intégrées, pour autant, je pense que c'est un point important à préciser, le gouvernement a toujours rappelé que la politique de l'emploi restait de la compétence de l'État. Donc ça, c'est un point que peut-être que j'aurais dû dire en préalable, vu la mission que je crois que des ministres ont déjà dû vous le dire, mais c'est très clair que ce texte ne rentre pas dans la compétence emploi au sens strict. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des interventions intégrées et qui doivent être intégrées pour que l'action en faveur de l'emploi puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et le rôle de la formation professionnelle est considérable, bien évidemment, dans cette affaire. Donc on ne peut pas faire vivre, et c'est le sens de ce texte en termes de gouvernance, c'est de rapprocher les instances pour que des partenaires ne travaillent pas que sur la formation professionnelle et que sur la politique de l'emploi, et que les deux se lient mieux. Dans cette logique-là, on trouve, et ça concerne Pôle emploi, qui d'ailleurs est très au courant de ces dispositions, le directeur général vous en parlera sans doute, l'idée d'aller vers une logique d'achat collectif de formation, d'achat unique de formation dite collective. C'est ce que prévoit dans un alinéa des articles qui vise à donner à la région la possibilité de faire soit un groupement de commandes en termes de marché public, mais au-delà de ça, d'être l'acheteur unique, pour le compte de Pôle emploi y compris, de façon là aussi rationaliser ou du moins à simplifier peut-être les modalités d'achat de formation collective. Ça n'empêchera pas Pôle emploi d'intervenir avec des formations individuelles, évidemment, d'être libre de son intervention, mais ça permettra d'avoir une logique groupée, collective, qui dans les faits aujourd'hui existe déjà un peu. Les accords cadres régionaux de Pôle emploi font l'objet d'échanges, sont quand même organisés par rapport aux besoins élaborés avec la région.